Une horreur, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, mais pas tout seul. Il est possible qu'après cette vidéo, vous ayez des images en tête qui vont vous rester dans la mémoire pendant la nuit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, vous allez pouvoir écouter 5 histoires d'horreur qui viennent de Reddit, et pour vous les raconter, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné du duo Kratos et Joe qui chacun vous raconteront une histoire. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours laisser un j'aime sous celle-ci et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous mets mon petit Instagram juste ici pour me suivre et m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée. C'est avec un grand plaisir que j'irai la lire et que je la repartagerai si vous le désirez sur la chaîne dans une vidéo thread d'horreur des abonnés. J'espère que vous êtes bien installés et si vous êtes prêts, laissez-moi vous raconter la première histoire. Dans cette première histoire, nous allons suivre le témoignage de Samy. Samy nous raconte quelque chose qui s'est passé au cours de l'année 2020. Son histoire prend place en Belgique pendant une période que nous avons tous connue. Alors qu'un virus a bouleversé le monde entier, plusieurs pays se sont mis dans un état de confinement. Confinement qui pouvait être strict et donc il fallait pour sortir avoir de très bonnes raisons. Soit c'était la pratique d'un sport, ou alors le travail qui nous forçait à être hors de notre domicile. Dans le cas de Samy, c'est la première raison qu'il utilisait pour sortir. Avec un de ses amis, du nom de Gary, il adorait sortir pour faire tout type de sport précisément, et il partageait une passion avec lui, c'était l'exploration urbaine, plus communément appelée Urbex. Il y a un lieu précisément qu'il adorait visiter, c'était un ancien complexe sportif, où généralement, après la pratique de leur sport, ils aimaient se rendre pour souffler un petit peu et discuter avant de rentrer chez eux et de s'enfermer à nouveau dans leur domicile. Pour accéder à ce fameux lieu abandonné, il fallait passer par un trou dans une clôture. L'accès à cet endroit n'était pas à la vue de tous, c'était assez caché, connu uniquement par les connaisseurs. Et une fois qu'on était passé par le fameux trou, il fallait traverser un terrain de foot et plusieurs cours de tennis pour ensuite arriver vers une petite colline, là où il y avait le bâtiment, le complexe sportif qui était sur 4 étages. Un jour, Samy et Gary se sont rendus à ce complexe sportif après avoir fait un petit footing, une course de 5 km. Et alors qu'ils sont à l'extérieur, toujours en train d'aller vers l'intérieur du complexe sportif, Gary et Samy aperçoivent deux jeunes qui sont assis sur le toit du bâtiment. Toit où voulaient initialement se rendre les deux amis. Voyant cela, Samy a été un peu dérangé, non pas qu'il n'aimait pas les deux jeunes, mais c'est comme quand on se dit tiens on va aller à un endroit pensant qu'il n'y a personne et finalement il y en a, on se dit c'est dommage, Samy est un peu déçu en fait. Donc, plutôt que de rebrousser chemin, les deux amis décident de rentrer à l'intérieur du complexe sportif abandonné, de patienter dans le hall quelques instants, car peut-être que les deux jeunes qui sont sur le toit ont l'intention de partir assez promptement. Gary et Samy s'installent donc à un endroit qui donne vers une cuisine, et en fait pour accéder au toit, il faut passer par la fameuse cuisine. Donc si les deux jeunes sortent, ils le verront automatiquement, ils sauront que la place du toit est disponible. C'est un endroit quelque peu stratégique. Samy commence à installer une petite zone de détente, il ramène une table, des chaises pour pouvoir patienter tranquillement, et alors qu'il est en train de faire son petit aménagement, il se sent d'un coup très mal, comme si il était observé, mais par quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions. C'est un sentiment très particulier. Donc, Samy a le réflexe de regarder dans la direction qui lui procure un malaise. Et l'endroit qui procurait un certain malaise à Samy, c'était la cuisine du complexe sportif. Donc Samy pose ses yeux en fait dans cette direction-là, et pendant un bref instant, il a vu une tête dépasser d'un coin. Et Samy en est sûr et certain, ça il l'a vu clairement, la personne qui était cachée les regardait fixement, mais c'est pas tout. Cet homme souriait, mais c'était pas un sourire amical, c'était comme le sourire de quelqu'un qui venait de trouver exactement ce qu'il recherchait. C'était un sourire extrêmement exagéré. En voyant cela, Samy se fige instantanément sur place. Il s'est penché sans détourner le regard de l'homme vers son ami, il lui a dit « On doit partir maintenant ». Gary n'a pas vu l'homme directement, lui, mais voyant à quel point Samy était blanc, à quel point il était pâle et sérieux, il n'a pas dit un mot. Il a juste pris son sac et il s'est levé. Les deux amis ont fui le complexe sportif et une fois à l'extérieur, ils ont relevé les yeux vers le toit, ils ont vu que les deux jeunes hommes étaient toujours là. Et là, juste peut-être pour s'assurer de quelque chose, Samy va leur dire « Est-ce que l'homme avec eux est toujours là ?» Sauf que les deux adolescents vont répondre que non, ils sont
que 2 et personne d'autre n'est venu avec eux. Donc il se trouve que cet individu était là, caché dans le complexe sportif, sans que personne en fait ne remarque sa présence. Samy a suggéré aux 2 amis de partir, mais les 2 amis sur le toit n'ont pas forcément pris ce qu'il disait au sérieux. Ils ont un peu été dédaigneux. Ils lui ont dit que c'était bon, qu'il gérait la situation, qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Samy précise juste qu'il y a donc quelqu'un dans le complexe, et ensuite, lui et son ami Gary s'en vont. En plus de ça, ça faisait un moment qu'ils étaient dehors, donc leur sortir commençait à ne plus vraiment rentrer dans le cadre des restrictions. Les 2 amis ont pu rentrer chacun l'un chez l'autre sans souci particulier. L'image qu'a vue Samy pendant cette exploration urbaine lui est restée en tête pendant très longtemps. Cet homme les regardant vraiment très discrètement. Plus une autre image, c'est que quand Samy et Gary sont partis, l'homme avait changé de place, car juste pour s'assurer qu'il n'était pas suivi, Samy s'est retourné une fois qu'ils étaient au niveau du terrain de foot et il a vu l'homme qui les regardait toujours avec ce sourire exagéré, cette fois-ci depuis l'entrée du bâtiment. On n'a pas vraiment de détails physiques sur cet homme qui a été vu cette fois-ci beaucoup mieux par Samy parce qu'il était totalement recouvert de saleté. Les 2 amis plus tard se sont renseignés sur quoi que ce soit par rapport à ce complexe sportif abandonné, savoir s'il y avait eu d'autres récits concernant la vision de cet homme, mais pas du tout. C'est comme si Samy et Gary, surtout Samy, avaient été le seul à apercevoir cet homme depuis que le lieu avait été abandonné. Qui était cet homme? Nul ne sait le dire. Je pense que Samy a eu affaire à un squatter, peut-être à un squatter d'ailleurs qui était mal intentionné. Qui sait, peut-être que ce squatter voulait les dépouiller, ou peut-être qu'il avait des choses bien plus sordides en tête. On ne peut que croiser les doigts que les 2 jeunes qui se trouvaient sur le toit, eux aussi, n'aient pas fait sa rencontre, car qui sait, peut-être que eux n'ont pas eu autant de chance que Samy et Gary. Mais je présume que si jamais ça avait été le cas, eh bien des articles de journaux auraient relaté d'une disparition ou de quelque chose de bien pire. Et apparemment ce n'a pas été le cas. Donc on peut présumer qu'en réalité, les 2 jeunes qui étaient sur le toit, eux, n'ont pas fait de mauvaise rencontre. Salut Haken, merci pour l'invitation sur ta chaîne et salut à ta communauté. Je suis sûr que vous êtes des grands oufs, mais vous savez ce qui est encore plus ouf, c'est l'histoire qu'on va vous raconter ce soir. C'est une histoire qui, je vous le préviens, est assez courte, mais plutôt intense. C'est le récit de Lucas et de son ami Thomas qui à l'époque ont tout juste 19 ans. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on est en pleine vacances d'été, Lucas et Thomas ont fini leur première année à la fac avec brio et ils n'ont envie que d'une seule chose, c'est de se récompenser et de partir en vacances ensemble. Comme on va le voir, le choix de leur destination est plutôt logique. Thomas a des origines italiennes, il vient juste d'avoir son permis de conduire et comme les deux se trouvent dans le sud-est de la France, l'Italie n'est vraiment pas très loin. L'idée est donc d'aller quelques jours en Italie, pas trop loin de la frontière, histoire d'avoir un peu la mer, d'avoir un petit peu ces terres méditerranéens tout en étant à l'étranger et donc à l'aventure. Le premier jour se passe super bien, ils arrivent à leur logement, ils vont directement à la mer, ils vont parler à des gens, découvrir un petit peu les spécialités italiennes, bref, ils se pètent le bide et on les comprend très bien. Mais très vite, c'est leur instinct d'aventurier qui se réveille et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment envie d'aller dans des endroits touristiques, mais plutôt dans des endroits reculés, à la recherche du frisson et des endroits méconnus. Et ça tombe très bien parce qu'ils ont entendu dire que pas très loin de là où ils étaient logés, il y avait un espèce de village abandonné qui était à environ 30 minutes de voiture. En plus de ça, c'est un endroit qui est un petit peu reclus, qui est pas forcément facilement accessible et du coup il y aurait très peu de monde. Et il n'en faut pas plus pour Lucas et Thomas qui se mettent directement en route et qui arrivent à trouver le fameux village en question. Et lorsqu'ils arrivent, ils voient qu'on leur a pas du tout menti. Ils ne savent pas vraiment comment le décrire, mais il y a une ambiance un petit peu bizarre dans le village, un mélange d'abandon mais également d'une ambiance malsaine, ils savent vraiment pas comment dire ça. Mais le plus important, c'est que ça se ressent et dès leur entrée au village, ils commencent à voir des choses un peu bizarres et dès leur premier pas, cette sensation s'intensifie, ils voient sur des câbles électriques des chaussures qui sont suspendues, ils ne savent pas trop ce que c'est mais ça renforce le côté un peu mystérieux du village et c'est exactement ce pourquoi ils étaient venus. Et à mesure qu'ils s'y engouffrent, c'est la surprise totale. Le village n'est en fait pas tout à fait abandonné, il y a quelques personnes qui tiennent des commerces un petit peu douteux. On les dévisage vraiment d'un air bizarre, comme s'ils n'étaient pas les bienvenus et comme si les touristes habituellement n'allaient pas dans ce genre d'endroit. Mais bon, secrètement, ce côté film d'horreur leur plaît vraiment et du coup ils décident de continuer leur escapade. Au fur et à mesure qu'ils parcourent le soi-disant village, ils se rendent en fait compte qu'il est beaucoup plus petit qu'ils ne le pensaient. Et au bout d'un moment, ils se disent naturellement qu'ils ont fait le tour, que c'était quand même assez insistant les regards qu'on leur lançait et du coup ils se sentent mal à l'aise et décident de faire demi-tour. Mais c'est pile à ce moment-là que sort un homme d'une bâtisse qui était vraiment en ruine.
Et c'est plutôt une bonne surprise parce que de toutes les personnes qu'ils avaient croisées jusque-là, c'est vraiment la personne qui a l'air d'être le plus normal. Et là, tout naturellement, tout sourire, l'homme leur propose de passer un moment avec lui et ses potes. Et alors que Lucas ne le sent pas, Thomas lui est super chaud et du coup il va directement accepter en italien. Ils suivent donc l'individu et se retrouvent dans une maison vraiment bizarre avec des matelas posés à même le sol, c'est vraiment super sale. Il se rend compte que c'est un espèce de squat en fait. Lucas comprend que dalle aux discussions, mais Thomas a l'air de plutôt bien s'amuser, mais il comprend également très vite que les gens autour du matelas sont un petit peu perchés, ont l'air même complètement défoncés. Et tout d'un coup, beaucoup trop à l'aise, Thomas se met à sortir de son portefeuille un joint et là l'attitude des personnes autour du matelas change complètement. D'un coup, tout le monde perd le sourire, se met à dévisager les deux touristes et se met à dire des choses en italien que Lucas ne comprend toujours pas. Thomas a l'air un petit peu paniqué, il s'explique avec les individus, mais visiblement ils ne sont pas du tout satisfaits parce que deux d'entre eux vont se lever et commencent à prendre Lucas et Thomas par le col. À ce moment-là, les choses dégénèrent, Lucas constate qu'ils sentent l'alcool à plein nez, il y en a un d'entre eux qui sort un couteau et le met sous la gorge de Thomas. Et c'est vraiment à ce moment-là que Lucas se rend compte de toute l'ironie de la situation. Ils sont dans une espèce de montagne, dans un endroit complètement reculé et absolument personne n'est au courant qu'ils sont là. Et à ce moment-là, c'est vraiment leur instinct de survie qui parle, ils arrivent à se défaire de l'emprise des individus et se mettent à courir le plus vite possible pour aller rejoindre la voiture. Heureusement, ils y arrivent, Lucas s'installe sur le siège passager et commence à composer le plus rapidement possible le numéro de la police. Et alors qu'ils pensaient être tirés d'affaire et que Thomas avait démarré, ils entendent au loin le ronronnement de plusieurs moteurs de moto se mettre à les poursuivre. On est d'accord avec vous, c'est vraiment une scène digne d'un film, surtout que Lucas, en relation avec la police au téléphone mais ne parlant pas un seul mot d'italien, va mettre le haut-parleur et c'est Thomas qui se charge d'expliquer toute la situation en conduisant. Et tout se passe bien avec la police jusqu'au moment où il mentionne le village où il s'est arrêté. À ce moment-là, le ton du policier change complètement et il leur dit en italien qu'il ne fallait surtout pas jouer les idiots. Bref, comprenant que la police n'allait pas du tout les aider, les deux détalent le plus vite possible à bord de la voiture sans jamais s'arrêter et heureusement ils arrivent à semer les motos. Sans faire d'arrêt, la tête pleine de questions et complètement traumatisé par l'aventure qu'il venait de vivre, il se dirige directement vers le logement sans faire aucun arrêt. Une fois arrivés, complètement flippés, ils se sentent un petit peu plus à l'abri et décident de n'en parler à personne. Leur premier réflexe est de chercher sur internet s'il y avait des gens qui avaient vécu des choses similaires dans le coin. Malheureusement, ils ne vont rien trouver à un détail près. Ils vont en fait se rendre compte que les chaussures qui étaient attachées sur le câble électrique étaient en fait un marquage. Et ce marquage indiquait en fait que le village était contrôlé par une espèce de gang, une espèce de mafia. Et la théorie qu'ils vont retenir, c'est que lorsque Thomas a sorti son joint, c'était en fait perçu comme un acte de provocation. Ces gens-là en avaient donc après leur vie et en faisant de plus amples recherches, ils se rendent compte qu'il y a effectivement eu énormément de règlements de compte ultra violents dans le coin. Bref, au final, leur séjour se termine plutôt normalement. Même si encore aujourd'hui, ils restent traumatisés par cet événement qui a failli leur coûter leur vie. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous raconter le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Alicia. Alicia nous raconte quelque chose qui lui est arrivé alors qu'elle était âgée de 18 ans, qu'elle vivait dans une campagne où il ne se passait généralement rien. Pas de grosses activités et pas raison non plus d'avoir peur parce que c'est une ville où il n'y a, selon ce qu'elle dit, aucun crime. Et étant dans ce climat très serein, Alicia nous raconte qu'il n'est pas inhabituel pour elle de se balader totalement seule, sans prendre avec elle d'éléments de protection. J'entends par là par exemple un spray au poivre. Elle avait pour habitude de sortir pour promener son chien. Et un jour, alors qu'il faisait très bon, Alicia a décidé de promener son chien en fin de journée. Elle a décidé d'aller dans un champ à proximité de chez elle pour enlever la laisse à son chien et que son chien puisse courir et gambader comme il le souhaite. Son chien est un petit chien qui est très affectueux, qui est très à l'écoute, c'est-à-dire qu'Alicia, à chaque fois qu'elle appelle son chien vient. La balade se passe bien, les jeux dans le champ également, rien ne semble vraiment bizarre à l'exception d'une chose. Cette chose, c'est que l'instinct d'Alicia lui dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle se souvient très bien que la dernière fois qu'elle a eu ce sentiment-là, c'était quand elle était âgée de 8 ans, en voiture avec ses parents, un soir, elle a dit à ses parents « Je sens que quelque chose ne va pas ». Ses parents ont ralenti et Alicia a eu bien raison parce qu'un cerf est sorti et a traversé la route. Fort heureusement, il n'y a pas eu d'accident, mais si la voiture roulait à la même allure que d'habitude, là, il y en aurait eu un, c'est sûr, à 100%. Donc là, à ce moment-là, Alicia a le même sentiment. Et on peut se dire qu'elle aurait plutôt eu tendance à l'écouter, mais là, ne voyant absolument rien qui pourrait lui causer ce sentiment, elle décide de refouler son instinct et de continuer de passer un bon moment en compagnie de son chien. Le soleil commence à se coucher, ça fait un petit moment maintenant que Alicia
est à l'extérieur avec son chien, donc elle se dit qu'il est peut-être maintenant temps de rentrer à la maison. Elle remet donc la laisse à son chien et elle décide de passer par un petit sentier qui coupe au travers d'une forêt. C'est pas forcément le chemin le plus rassurant, mais c'est un gros raccourci pour Alicia pour qu'elle puisse rentrer chez elle, et en plus sachant qu'il n'y a jamais eu de problème ou quoi que ce soit vis-à-vis de la forêt ou de sa ville, elle se dit qu'elle ne risque absolument rien. On peut en soi le comprendre, même si je pense qu'il faut toujours avoir un œil méfiant. Elle avance au début de la forêt, elle regarde son chien qui est très heureux du moment qu'il vient de passer, et à un moment donné son instinct revient. Il lui dit « Regarde devant toi ». Cette fois-ci Alicia écoute son instinct et elle pose les yeux devant elle au bout du sentier. Et c'est là qu'elle voit une silhouette. Elle pense d'abord que c'est un enfant, mais rapidement, en plissant un peu les yeux pour mieux voir, elle se rend compte que non, ce n'est pas un enfant, c'est un homme bien adulte qui est sur le vélo d'un enfant. D'ailleurs, tout semblait penser que cet homme avait beaucoup de mal à utiliser le fameux vélo. C'était un homme avec des jambes très fines, chauves, et le vélo, lui, ça se voyait que c'était vraiment un vélo fait pour un petit garçon. Pour Alicia, ce qu'elle a devant les yeux, c'est vraiment très troublant. Elle ralentit son pas, mais elle continue d'avancer, elle essaye de rationaliser ce qu'elle a devant elle, de se rassurer, en se disant que peut-être l'individu attend juste quelqu'un, mais il y a un geste de l'homme qui se trouve devant elle qui la fait se stopper net. L'homme pose ses yeux sur elle, il a un regard extrêmement vide, aucune émotion ne transparaît sur son visage, jusqu'au moment où il se met à sourire comme si il était excité, comme si il venait de trouver une proie. D'ailleurs, étant tellement excité, il fait comme une sorte de petit saut sur son vélo. D'un coup, Alicia se ressaisit. Elle regarde derrière elle et elle voit qu'il n'y a personne. Donc elle est sûre et certaine que cet homme n'attend pas quelqu'un, il n'a pas vu la personne qui l'attendait derrière Alicia. Ce qui l'attendait précisément à ce moment-là, c'est Alicia elle-même. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est demi-tour. Meilleure solution possible. Elle retourne donc dans le champ, et une fois arrivée au champ, elle se retourne, et là, l'homme ne la suit pas. Il a disparu. Au vu de comment tourne la situation, Alicia se dit que peut-être elle s'est juste faite peur toute seule, alors qu'il n'y avait pas forcément de raison. La montée d'adrénaline qu'elle a eue redescend, les frayeurs, les frictions, tout ça disparaissent, elle commence à retrouver un peu de calme. Elle relâche son chien, lui enlève la laisse pour qu'il puisse gambader un petit peu de nouveau, et Alicia, pendant que son chien court un peu ici et là, décide de traverser le champ. Le champ n'était pas très grand, c'est pour dire, si on arrivait de l'autre bout, on voyait encore l'entrée de la forêt. La forêt qu'Alicia avait empruntée où elle a fait la rencontre avec l'homme qui l'a troublée. À un moment donné, Alicia se dit c'est bon, c'est l'heure, je vais rentrer à la maison. Elle crie donc pour retrouver son chien, mais son chien ne vient pas. C'est au bout de plusieurs cris que le chien revient, il ne lui est rien arrivé. Alicia explique que peut-être il avait vu quelque chose qui a attiré son attention et qu'il s'est mis un peu en mode chasseur. Et c'est en lui remettant la laisse que là, elle voit quelque chose qui bouge, une silhouette se mouvoir du coin de son regard. Elle décide de regarder en direction de ce qui l'a un petit peu dérangé, et quand elle pose son regard donc en direction de la forêt qu'elle avait empruntée un peu plus tôt, elle revoit l'homme qui l'avait troublé, qui lui avait fait peur, pédaler sur le vélo d'enfant à toute vitesse, avec un sourire encore plus fou que celui qu'elle avait vu avant. L'homme a l'air littéralement excité, sauf que ce que remarque Alicia à ce moment-là, c'est que l'homme ne la quitte pas des yeux. Il pédale directement vers elle. Alicia comprend que l'homme, cette fois-ci, vient pour elle. Peut-être que de base il attendait sur le sentier pour lui tendre un piège, mais ne la voyant pas venir, il a décidé que plutôt de l'attendre, c'est lui qui va aller la chercher. Notre amie ne se fait pas prier, elle décide de s'enfuir à toute allure. Son chien étant un petit chien, elle le porte carrément. Elle court à toute vitesse, à tel point qu'elle en a même mal au poumon. L'homme l'a poursuivie en vélo, son sourire toujours figé sur son visage. Elle a réussi à distancer un peu l'homme, et clairement elle a réussi cet exploit uniquement parce que l'homme pédalait sur un vélo d'enfant et qu'en fait il galérait à utiliser le vélo. C'était assez compliqué pour lui, mais s'il avait eu un vélo normal, un vélo à sa taille, il aurait rapidement pu raccourcir la distance entre lui et Alicia. Ayant pris un peu d'avance, Alicia s'est cachée dans la cour d'une maison. Elle a patienté pour reprendre son souffle. L'homme ne l'a pas trouvé, elle ne l'a pas revu, et après avoir attendu quelques instants, là Alicia s'est précipitée dans une zone qui était bien fréquentée, où il y avait beaucoup de public. Elle a été rassurée parce que si l'homme revenait, elle n'était plus seule. Elle a composé le 911 sur son téléphone, mais elle était très hésitante à les appeler.
Finalement, elle n'a pas appelé les services de secours parce qu'elle n'avait aucune preuve en fait de cet homme. Elle n'avait pas pris de photo, donc ça aurait été juste sa parole vis-à-vis de cet événement. Elle n'en a pas parlé également à ses parents parce que elle avait peur que ses parents après cela la surprotègent et qu'elle ne puisse plus carrément sortir de chez elle. Par contre, elle est devenue paranoïaque. Elle a toujours l'impression de voir cet homme, mais son chien aussi a un peu changé de comportement, il a eu peur, certainement qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et après tout cela, Alicia s'est faite une promesse. La promesse d'écouter maintenant, à chaque fois, son instinct. Alicia revoit encore le sourire de cet homme, parfois, et sa plus grande peur, c'est que cet individu découvre où elle habite et qu'un soir, peut-être alors qu'elle est seule, cet homme s'introduise chez elle pour faire ce qu'il avait l'intention de faire lors de sa rencontre avec Alicia dans le champ. C'est là que le témoignage se termine. Je pense qu'il est important de contacter les autorités dans ces circonstances-là pour ne serait-ce dire ce qu'il se passe. Peut-être que l'individu au vélo est quelqu'un qui vit dans la forêt à côté du champ, donc peut-être que la police aurait pu fouiller là-bas et le retrouver. Et au moins ça permet peut-être aussi, si jamais d'autres personnes signalent un tel individu, de regrouper des signalements et vraiment d'établir un profil et d'entraîner à une arrestation derrière tout ça. Je pense que c'est important. Après évidemment on espère qu'Alicia ne retombe jamais sur cet individu. Qui est-il et qu'est-ce qu'il voulait faire? Quelles étaient ses intentions? Ça reste tout le mystère de cette histoire. Bon, Haken, la commune de Haken, on espère que vous êtes prêts pour cette histoire qui est particulièrement flippante. Et on préfère vous prévenir dès maintenant, cette histoire flirte avec le paranormal. Cette histoire, c'est celle de Julia qui aujourd'hui a 39 ans, mais lorsque l'histoire se passe, elle en avait 20 à peu près. À l'époque, il faut savoir que Julia n'est pas vraiment férue d'études. Ce n'est pas son truc, elle a eu son bac de justesse, et donc ce qu'elle a en tête, ce n'est pas de continuer des études supérieures, mais plutôt de commencer un vrai travail. Elle passe donc de petit job en petit job, elle n'a jamais de très longs contrats mais elle, ça lui va très bien. En gros il ne se passe jamais plus de quelques mois avant qu'elle ne quitte son travail pour un autre. Ça c'était au niveau professionnel, mais il faut savoir qu'au niveau personnel et surtout relationnel, c'est assez compliqué. Elle a beaucoup de mal à se lier aux gens, elle n'aime pas beaucoup raconter sa vie, elle n'aime pas beaucoup s'ouvrir, mais tout de même, elle a quand même une amie qu'elle connaît depuis pas mal de temps, c'est même une personne qu'elle considère comme étant sa meilleure amie. En tout cas, c'était l'une des seules, et c'est pourquoi elle aimait quand même pas mal se confier à elle. Et au niveau familial, il faut savoir qu'elle a connu de très lourdes tragédies. Son père est malheureusement décédé alors qu'elle n'avait que 10 ans, ce qui a fait que sa mère l'a élevée seule pendant très longtemps. Et en plus de tout ça, après la mort de son père, sa mère a totalement changé. Elle est devenue beaucoup plus distante, beaucoup plus froide, même avec sa propre fille. Julia nous avoue même un détail assez triste, c'est qu'elle a l'impression de ne jamais l'avoir revue sourire depuis sa mort. Bon, on commence à en savoir un petit peu plus sur Julia, mais pour la connaître un petit peu plus, il faut aussi savoir ses passe-temps. Julia lit énormément de romans et ses genres préférés ce sont la fantasy, l'horreur, tout ce genre de choses. Et d'ailleurs il y a un petit trait de caractère qu'elle a mais qu'elle n'a jamais partagé à personne, c'est que sous ses airs pragmatiques, elle est quand même très superstitieuse. Bref, voilà le contexte de sa vie et maintenant qu'il est posé, revenons au jour fatidique. On est en plein week-end d'une semaine complètement banale, pour elle c'est la routine, elle a travaillé toute la semaine comme d'habitude. Il faut savoir qu'en semaine, elle ne dort pas beaucoup, c'est pourquoi ce jour-là, elle avait vraiment profité pour faire une grasse mat. Mais étrangement, elle se réveille assez tôt et elle n'est pas dans son assiette. Lorsqu'elle se réveille, elle a l'impression que l'ambiance est très étrange dans sa chambre. Tout est exactement pareil, sauf que tout est gris, tout est froid et ce n'est vraiment pas comme d'habitude. Et au-delà de l'ambiance, elle-même se sent très étrange. Elle a l'impression qu'elle n'est pas elle-même, presque comme si elle se voyait à la troisième personne. Mais bon, après tout, elle a déjà eu des réveils difficiles et donc elle se dit que ça n'en est qu'un de plus. Elle décide donc de braver toute l'étrangeté de cette situation pour se lever, même si elle a énormément de mal à le faire. Étant donné qu'elle ne se sent pas bien, elle décide de descendre les escaliers pour aller voir sa mère, et plus elle descend, plus les choses sont étranges. C'est comme si elle s'enfonçait de plus en plus dans un rêve, voire plutôt un cauchemar en fait. Julia descend les marches une par une, mais à chaque fois c'est un effort en plus, elle a l'impression que tout devient noir, en fait presque comme si elle faisait un malaise. Et alors qu'elle arrive presque en bas, elle aperçoit sa mère qui la regarde, sauf que son regard en dit long. Ce n'est pas un regard interrogateur comme elle aurait pu classiquement en avoir, c'est plutôt un regard de terreur. Julia a l'impression qu'elle n'avait jamais vu ce regard dans les yeux de sa mère. Elle a l'air terrifiée en la regardant. Et c'est d'ailleurs un de ses derniers souvenirs avant que ça soit le blackout total. Quelques instants après, Julia a quelques bribes de souvenirs. Elle a l'impression de se réveiller sur le canapé, sauf que ce n'est pas normal du tout. Elle entend quelqu'un parler continuellement, mais elle ne comprend absolument rien de ce qu'il dit. En plus de ça, c'est une voix qui est masculine, ce n'est absolument pas la voix de sa mère.
Même si elle sent quand même sa présence, elle voit sa mère pas loin et encore une fois avec le même regard terrifié, mais cette fois aussi inquiet. Plus les secondes défilent, plus Julia ressent des choses, elle commence à remarquer qu'elle a vraiment mal au poignet, et après ça, en essayant de regarder d'où venait cette voix, elle reconnaît un homme assis devant elle. Cet homme, elle le connaît et c'est en fait un ancien voisin qu'elle connaît très bien et qui était un ancien pasteur. Et c'est avec cette dernière image en tête que Julia se rendort, et cette fois jusqu'à 18 h, soit 4 heures après. Elle est encore sur le canapé, sauf que cette fois, il n'y a plus personne. Elle entend juste du bruit dans la cuisine. Complètement dans le flou, Julia se lève, elle a énormément de mal à le faire. Mais tant bien que mal, elle se dirige vers la cuisine et remarque que sa mère est au sol et qu'en fait elle est en train de ramasser des bouts de verre. Lorsque le regard de sa mère se pose sur Julia, cette fois il est beaucoup plus sain, beaucoup plus bienveillant et moins inquiet. Comprenant que les choses étaient à peu près revenues à la normale, Julia demande cette fois des explications à sa mère qui va lui en donner. En gros, petit retour dans le passé lorsque Julia se réveille le matin. Sa mère est tranquillement en train de chiller dans le salon lorsqu'elle entend quelqu'un descendre les escaliers. Elle s'attend tout naturellement à voir Julia descendre un peu crevée, sauf que lorsqu'elle la voit, elle ne la reconnaît quasiment pas. Julia est à moitié en train de sourire de manière hystérique et à moitié en train de s'énerver contre sa mère. Et alors que celle-ci commence à s'inquiéter, Julia pète un câble. Elle se met à crier partout, elle se met à dire des choses qui n'ont aucun sens et presque à devenir violente. En essayant de la maîtriser, sa mère s'est un petit peu débattue avec elle, c'est pourquoi elle avait fait tomber plusieurs choses, dont un pot de fleurs qui était tombé dans la cuisine, ce qui explique les bouts de verre. Apparemment, sa mère a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas, ce n'était plus du tout sa fille, c'était quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'un petit détail très important va survenir dans l'histoire, il faut savoir que sa mère est très croyante. Avant même de penser à une quelconque raison médicale, elle va tout de suite se dire que sa fille est possédée par une entité. Avant même d'appeler qui que ce soit, elle décide de maîtriser sa fille et d'appeler une vieille connaissance à elle qui est en fait son voisin et un ancien pasteur. Très vite, celui-ci vient à la maison et il constate qu'effectivement Julia est très étrange, qu'elle est peut-être possédée par une genre d'entité malveillante. Tant bien que mal et malgré la violence de Julia, il réussit à l'allonger sur le canapé et c'est là qu'il va lui réciter énormément d'incantations pour essayer de l'exorciser. En entendant ce récit, Julia n'en revient pas, elle a l'impression que sa mère lui ment en face en fait. Elle se dit que c'est impossible, que ça ne lui est pas arrivé, que pour elle c'était juste un mauvais rêve et que sa mère et le pasteur avaient certainement très exagéré. Sauf qu'en voyant le regard très inquiet de sa mère, elle comprend que celle-ci n'est absolument pas en train de mentir. Après quelques heures à avoir entendu des textes religieux, c'est apparemment là qu'elle est redevenue elle-même et que Julia s'est calmée. Nous voilà donc de retour dans le présent lorsque Julia écoute son propre récit. Vous l'imaginez bien, Julia n'arrivera pas à dormir les 2-3 nuits suivantes, elle est totalement flippée, elle ne sait pas ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, elle ne sait pas si ça va recommencer. Après ça va devenir un sujet réellement tabou avec sa mère, en fait elles n'en reparleront quasiment jamais. Et c'est quasiment pire pour Julia, qui garde tout ça donc au fond d'elle, qui a peur de ce qui pourrait lui arriver. Elle se demande si c'est une crise d'hystérie qu'elle a eu à faire, ou alors si tout ça était vraiment d'ordre surnaturel. Aujourd'hui, Julia n'a jamais raconté cette histoire à personne, même à sa meilleure amie. Et même lorsqu'elle retourne voir sa mère, elle peut voir dans son regard qu'elle le regarde d'une manière assez chelou, presque comme s'il y avait encore quelque chose en elle. Le pire dans cette histoire, c'est que Julia ne saura jamais réellement ce qu'il s'est passé, et au fond, c'est ce qui la terrifie vraiment. Je vais maintenant conclure la vidéo avec une dernière histoire. Cette histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler ici Sarah. Sarah nous raconte qu'une de ses amies avait une caractéristique assez particulière, c'est que seulement Sarah voiture de là où vivait sa vraie ville fantôme. Aucune circulation, aucun piéton, seulement une petite épicerie, un bureau de poste et une école, c'est tout. Au jour de l'emménagement de cette amie, Sarah était présente, elle l'aidait à déballer des cartons et la famille a été dérangée par quelqu'un qui a toqué à la porte. La famille a répondu à celui qui avait sonné, c'était un homme de grande taille qui avait à la main un fusil de chasse. Sarah nous dit qu'étant originaire de l'Oklahoma, cette rencontre voulait dire deux choses. Soit c'était un voisin qui venait se présenter, ou alors c'était quelqu'un qui venait clairement pour en découdre avec la famille qui venait de s'installer ici. Dans ce cas-là, c'était simplement un voisin qui venait se présenter à la famille et donner quelques conseils. Il a expliqué que la police n'intervenait que très rarement dans la ville où il venait d'emménager. Effectivement, le commissariat de police se trouvait à 15 minutes de la ville, donc il n'était pas forcément très réactif. Alors généralement, ce qu'il se passait, c'est que les habitants, s'ils devaient se défendaient eux-mêmes. Donc il a suggéré à la famille de se procurer des armes à feu pour pouvoir se protéger si jamais c'était nécessaire. À l'époque, Sarah et son amie n'avaient que 13 ans, et donc elles n'ont que très peu écouté les conseils du voisin. Ça les empêchait pas de sortir pour s'amuser dehors si elles en avaient envie. Sachant que c'était une ville où il n'y avait pas grand chose à faire quand on était chez soi,
eh bien Sarah avait pour habitude avec son ami de sortir, se balader, aller à l'épicerie pour s'acheter des petits trucs à manger, ou aller jusqu'à l'école, rentrer dedans et jouer dans la cour de récréation. Sarah rajoute encore une fois que quand elle était dehors avec son ami, eh bien elle ne voyait absolument personne, que ce soit voiture ou piéton. La seule interaction avec une personne qu'elles avaient, c'était quand elles allaient acheter leurs friandises, donc le caissier qui se trouvait dans la petite épicerie. Un jour, le père de Sarah l'a emmenée chez son ami pour qu'elle puisse jouer ensemble. Ce jour-là, Sarah avait extrêmement mal au ventre, mais elle était tellement excitée de jouer avec son ami qu'elle a décidé de y aller malgré le fait qu'elle ait mal au ventre. Avec le recul aujourd'hui, Sarah explique que ce mal de ventre qu'elle avait ce jour-là n'était pas du tout dû à une maladie ou à une indigestion. C'était en fait dû à une extrême anxiété. C'est-à-dire que Sarah avait d'un côté très envie de jouer avec son ami, mais d'un autre côté, elle avait peur de ce qui pourrait se produire. Et il se trouve qu'elle avait bien raison précisément ce jour-là. Comme à leur habitude, Sarah et son ami sont donc sortis, elles sont allées à l'épicerie pour acheter des bonbons, et ensuite elles se sont rendues vers la cour de récréation de l'école pour jouer ensemble. Elles jouaient tranquillement, et à un moment donné, quelque chose a attiré leur attention parce que c'était extrêmement inhabituel. Elles se trouvaient plus vraiment dans la cour de récréation, mais sur un banc qui se trouvait vraiment devant l'école. Une camionnette s'est arrêtée juste à côté des deux jeunes filles. L'amie de Sarah, qui était une jeune fille courageuse, un peu la casse-cou du duo, a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, alors que pour Sarah, les personnes qui se trouvaient dans cette fameuse camionnette étaient peut-être une famille qui venait pour jouer avec leurs enfants dans la cour de récréation, mais il se trouve qu'elle se trompait. Deux hommes sont sortis du véhicule et ont commencé à marcher de manière assez précipitée vers les deux jeunes filles. Immédiatement, les deux fillettes ont décidé de partir, pas en courant mais en marchant vite. C'est quand les hommes ont commencé à se rapprocher des jeunes filles, car ils allaient plus vite qu'elles, que là elles ont décidé de taper la plus grande course de leur vie. Elles ont couru à toute vitesse jusqu'à la fameuse épicerie dans laquelle ils avaient l'habitude d'aller. Elles ne savent pas comment, mais elles ont réussi à distancer les deux hommes. Sarah était totalement horrifiée. Elles ont pu ensuite, après être restées un moment à l'épicerie, rentrer chez l'ami. Elles ont raconté ce qui s'était passé et le père de famille a décidé d'aller voir au niveau de l'école ce qu'il en était. La camionnette des deux hommes était repartie. La police n'a pas été prévenue et c'est là que le témoignage de Sarah se termine. Ça reste pour elle le jour le plus effrayant de sa vie, un jour où elle a eu peur et qui l'amène encore aujourd'hui à se poser de nombreuses questions. Questions qui sont simples et que vous vous posez peut-être vous-même également. Qui étaient ces hommes et que voulaient-ils faire? Je pense que les réponses à ces questions sont plutôt simples. Pas forcément sur l'identité des individus, mais plutôt sur quelles étaient leurs intentions. Je pense qu'ils voulaient enlever Sarah et son ami. Pourquoi faire? Je présume que leurs intentions étaient des plus négatives. Et voilà les amis, on a fini pour ces 5 histoires. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous prie de m'excuser un petit peu pour ma voix, je suis un peu malade. Ça c'est à cause du froid qui commence à arriver un peu brutalement. On a eu 5 histoires qui font froid dans le dos. Je remercie Kratos et Joe pour leur participation dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne, le lien est bien sûr dans la description. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse également de nouveau mon Instagram si vous souhaitez m'envoyer votre histoire flippante qui vous est arrivée. Ça peut être du paranormal, une rencontre étrange, quelque chose qui vous a fait peur, vraiment. C'est assez ouvert et je le repartagerai plus tard dans une vidéo dédiée aux abonnés. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, c'est un plaisir pour moi de vous partager toutes ces histoires. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!